pourquoi vous le faites? On est tous des humains, on est tous du même Nil, on est tous de la même... On est d'accord, on est d'accord. Mais le seul qui perçoit le monde comme ça, c'est l'homme afro. Le juif, lui, va te dire, je suis juif, j'ai le droit de... L'Algérien, il va te dire, j'ai le droit d'être algérien, le Marocain aussi, le Tunisien, le Corse. Mais le seul, c'est le noir. Il n'a pas envie. Il a le droit de pas en avoir envie. Mais quand tu n'as pas envie, tu te mets sur le côté, et celles et ceux qui en ont envie, tu les laisses faire. Parce que j'ai jamais vu, moi, quiconque venait dire aux Corses, mais pourquoi vous vous organisez en tant que Corse? Pourquoi? Vous êtes fous, quoi. Ça n'existe pas. On voit jamais ça dire aux Juifs, mais pourquoi vous organisez en tant que Juifs? Mais dès que le Nord va se poser, il va dire, ouais, mais vous voyez la communauté noire. Ouais, mais pourquoi? On est tous des êtres humains. Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle émission dans laquelle on va accueillir un invité plus que spécial. Il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissent déjà. Fabrice, comment vas-tu? Ça va très bien, Hakim. Je suis vraiment ravi de t'avoir en face de moi aujourd'hui. Tu es acteur, réalisateur, consultant en art oratoire, danseur professionnel. Je m'arrête là, on en garde un peu pour la suite. Peux-tu nous dire quel a été ton parcours et comment en es-tu arrivé au 7e art? Un parcours classique. J'ai fait des études, j'étais banquier, j'ai un diplôme d'études supérieures appliquées aux affaires, un Master 2. J'ai été banquier pendant une quinzaine d'années, la Banque Populaire, Val-de-France. Je faisais de la gestion de fortune, puis ensuite directeur de la Société Générale. Et depuis des années, j'ai toujours été intéressé par l'acting. Tu as été dans la banque. Ouais. Comment ça se fait que tu as quitté ce milieu? Tu aurais pu rester dans le système bancaire et garder une certaine stabilité. Non. Une époque de ta vie, tu cherches quelque chose ou tu cherches une activité qui correspond plus à ton âme. Et moi, arriver dans une direction d'agence, de rencontrer des gens, parce que je travaillais sur une agence Trapp, et tu rencontres des gens issus de la communauté qui ont des difficultés, tu prends des commissions d'intervention, tu prends des frais, les gens ils sont dans des difficultés, ils sont dans le malheur, et ça n'allait plus avec ce que je voulais faire. Ça correspondait plus, en tout cas, à la dynamique dans laquelle j'avais envie d'aller. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'acting et dans le cinéma de manière générale? J'étais baigné dans l'acting. J'ai eu un père et une mère qui regardaient beaucoup de films. J'ai été baigné par les Malcolm X, par les Eddie Murphy, Denzel Washington, tous les acteurs américains. Et je me souviens qu'en 2000, je voulais faire une école d'acting. C'était, comment elle s'appelle encore cette école? Les cours Florent. Et c'était 400 et quelques euros par mois. Mais à l'époque, je travaillais pas. Mes parents étaient en Guadeloupe, donc j'avais pas l'argent nécessaire et j'ai jamais pu le faire. Donc quelques années après, en 2015, quand j'ai eu ma stabilité financière et que je savais que je pouvais arrêter le travail et faire une école d'acting, j'ai fait une école d'acting. Donc un acteur qui t'a inspiré du coup? Lequel? Denzel Washington. Denzel Washington. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as un réalisateur qui t'a inspiré? J'en ai plusieurs. Moi, j'aime bien Spike Lee, bien évidemment, mais j'aime bien Scorsese, Spielberg ou Nolan. C'est quoi la scène la plus dure que tu as eu à tourner? La scène la plus dure que j'ai eu à tourner, c'était dans Le Virtuose, un court-métrage qu'on a fait à Canal+. Okay. C'est la scène du bisou. Même si tu es à l'aise dans la vie, le fait d'embrasser devant une caméra et de te reprendre une fois, deux fois, trois fois, c'est un peu compliqué. Ah, donc c'était la première fois à ce moment-là? Oui, c'était la première fois. C'était la première fois, effectivement. Ok. Où est-ce que tu situes le cinéma français par rapport aux autres? Est-ce que on fait partie de l'élite mondiale ou bien on a encore du parcours à grappiller? Je ne sais pas si on peut qualifier le cinéma d'élite mondiale ou non, je ne sais pas comment on pourrait le classer. Parce qu'on pourrait dire qu'il existe un cinéma influent, le cinéma américain. On va considérer que c'est le meilleur cinéma au monde, en tout cas certains. Et puis après, on dira que les Français sont bons en comédie. Donc à un certain temps, les Français étaient bons en comédie et ça se vendait un peu partout dans le monde. Mais depuis un certain nombre d'années, tu vois le cinéma asiatique, le cinéma coréen ou le cinéma chinois, tu vois, il y a des comédies suédoises qui sont bonnes, bien faites, qui ont une bonne réalisation, qui ont une bonne photographie. Donc, je sais pas où je situerai le cinéma français, parce que d'ailleurs, j'en regarde pas beaucoup, pour te dire. Okay. C'est pas le cinéma que je préfère. Ok. Quel cinéma tu préfères? Bon, moi, je suis pas le cinéma américain, mais peut-être que ça parle plus à mon âme parce que j'ai été bercé dedans, tu vois. Moi, je sais que la première fois que j'avais été au ski avec ma partenaire à l'époque pour la danse, on était dans des télésièges. C'était en 2014 ou 2013. Avant, j'avais jamais été au ski. On était dans des télésièges et tout le monde chantait "Quand te reverrai-je, pays merveilleux". Et moi, je me dis, mais je lui demande pourquoi tout le monde chante ça? Tout le monde dit, mais attends, tu connais pas? Je dis, non, je connais pas. Tu connais pas les bronzés font du ski? Puis non, je connais pas. Bah, attends, tu connais pas tes classiques? Et moi, je dis, non, moi, mon
classique, c'est devine qui vient dîner ce soir, un prince à New York, Boys in the Hood. Mais c'était pas, tu vois. Donc j'ai jamais été passionné par ça. En dehors des Bourvil et des Fernandel ou de Louis de Funès, parce que c'est ce que mon père regardait. Et quand t'as un père qui sourit jamais et que tu l'entends éclater de rire, tu viens le regarder. Et au début t'aimes pas, et puis quand tu grandis, ça te rappelle ses souvenirs, donc tu finis fondamentalement par aimer. Mais sinon, non, je suis pas un grand consommateur de cinéma français. Et à l'échelle nationale, que penses-tu de la place des afros dans le cinéma français? Est-ce que on est sous-représenté, bien représenté ou mal représenté? C'est une question complexe qui, selon moi, ne peut pas être subdivisée en sous, bien ou mal. Parce que déjà, est-ce que la question que penser de la place des afros dans le cinéma, ça sous-entendrait que les afros ont une place. Ils n'en ont pas. Donc quand t'as pas de place, tu peux pas être sous, mal ou quoi que ce soit. Tu vois, il y en a pas. On a ce qu'on appelle des avatars. Donc les avatars de tout un peuple. Omar Sy, Ahmed Silla, à la rigueur. Il y en a que 2. Après le reste, tu les vois pas. Les Lucien Jean-Baptiste et tout ça, c'est des mecs à l'ancienne qu'on prend pour faire 2-3 comédies et pour flatter l'ego des frères. Mais il n'y a pas de place dans le cinéma français. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas à rêver à avoir une place. Je pense qu'il faut qu'on se crée notre propre cinéma avec notre propre narratif, avec nos propres histoires. Parce que on voit bien, depuis des années, on aurait pu faire une place aux afros dans le cinéma, mais on n'en a pas envie. Donc on va pas tout le temps rester là à quémander la biscotte et de se dire ben voilà, donnez-nous une place, tu vois. C'est pas Black Lives Matter. Ici on est en France, on a un peu plus d'envie. Très bien. Parlons un peu de la police. Quel est ton rapport aux forces de l'ordre en France? Penses-tu qu'elles nous protègent ou qu'elles nous oppressent? Et par nous, j'entends les Afro-Caribéens de la diaspora. Alors, encore une fois, il y a plusieurs temporalités dans la question. Le premier, quel est mon rapport avec la police? J'ai pas de rapport particulier et je devrais pas en avoir. Et aucun citoyen français ne devrait avoir un rapport particulier, si ce n'est des rapports cordiaux. C'est-à-dire, voilà, la police est là pour faire régner l'ordre. Ce sont les gardiens de la paix. Donc c'est ça, le premier but de la police, c'est de maintenir la paix. Bon, maintenant le rapport avec que j'ai moi avec la police, je n'en ai pas en dehors du fait que quand je suis contrôlé, il y a une dynamique qui s'inscrit toujours dans la dynamique de l'homme noir vers le policier blanc, et peu importe le fait que je sois habillé en costard ou que je sois dans une voiture BMW ou que je sois, par exemple, je livrais un moment quand je faisais l'école de théâtre pour mon frère qui avait une société, je faisais livreur et j'ai été plusieurs fois contrôlé et toujours les contrôles ils étaient toujours très agressifs. Donc, pour toi, c'est indépendamment du fait qu'on soit habillé en costume, qu'on ait une certaine allure, ça change rien pour toi? En tout cas, quand je parle toujours à la hauteur de mon expérience personnelle. Moi, j'étais banquier. Bon, je me suis déjà fait contrôler à Rambouillet, alors que je portais sur moi des costumes Serge Blanco à 1 500 €. Ça les a pas empêchés de me contrôler. Bon, après, je arrête la banque, je livre pour pouvoir allier l'utile à l'agréable et payer mes cours d'acting. Excuse-moi, je te coupe ici, donc tu as quand même quitté la banque pour aller livrer? Ouais. Et ok. Non, mais j'ai livré 3 ans avec mon frère, ouais. 3 ans. Okay. Je me levais à 5h du matin, je livrais des colis. Ok, donc moi, je te laisse reprendre par rapport à la police. Non, mais oui, bien tout à fait. Donc j'ai livré, et quand je livre, le matin, je me fais contrôler de la même manière. Et le soir, quand je laisse le camion pour récupérer la Mercedes, et je suis dans la Mercedes, je suis encore contrôlé. Parce qu'en réalité, ce qui génère le contrôle, c'est encore une fois ma couleur de peau. Quand je suis en costard, je suis peut-être pas le banquier, je suis peut-être le mec de sécu, mais le mec de sécu, c'est peut-être un voleur, donc je le contrôle. Puis après, quand je suis livreur, le livreur, c'est le délinquant du ghetto, donc on le contrôle. Et puis quand j'ai la Mercedes, je suis le vendeur de bédo. Donc comme je suis vendeur de bédo, je le contrôle. Mais je suis tout le temps contrôlé. Après, bien évidemment, j'entends déjà les commentaires. Moi, je me suis jamais fait contrôler. Je parle pas de l'expérience des autres. Je parle de ma propre expérience. Et en parlant de ton expérience, est-ce que tu as une anecdote sur un contrôle que tu as déjà vécu? Je fais exprès de pas employer le terme subir, que tu as déjà vécu,
qui t'a donné un déclic justement vis-à-vis de la situation que les Afros pouvaient avoir en France vis-à-vis du regard des forces de l'ordre? Il y en a tellement. Il y a tellement d'exemples que j'ai pu vivre ou que j'ai pu vivre à travers mes amis en étant témoin. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois, je sais plus si c'était dans une de tes émissions, mais étant jeune, on a été devant un collège avec des amis pour rencontrer des filles. Voilà, comme on était dans un collège, il y avait plus de filles dans notre collège, et puis en fait, des fois, tu faisais des invitations. On s'est présenté là-bas, et puis il y a un de mes potes qui s'est fait contrôler, on l'a étranglé, levé en l'air, et puis frappé contre la voiture. Un ami guyanais, tu vois. Ça, c'est quand on avait 13 ans ou 14 ans. 13 ans? Ouais. 13 ans, 14 ans. En plus, on avait peur ce jour-là parce qu'il s'était fait virer et c'est chez moi qu'il dormait. Donc, on n'a même pas pu le dire à ses parents. Donc, on l'a pas dit. Mais quelques années plus tard, on avait peut-être 17 ou 18 ans. Moi, un Portugais et encore le même. Edwin, un Guyanais, il m'en voudra pas de dire son nom. On se promenait dans une zone industrielle, on sortait du foot en salle. La police, elle arrive, dérapage. Ouais, bon, il nous contrôle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Pourquoi vous venez me contrôler comme ça? Oh, ferme ta gueule, toi. Edwin, il était toujours un peu plus nerveux que nous. Donc, il dit, ouais, pourquoi tu me parles comme ça? Ferme ta gueule, négro des bacs à sable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et pourtant, on leur dit, mais pourquoi vous nous contrôlez? Il y a eu un vol dans une usine à 5 km. Il y a 5 minutes. Je dis, mais il y a 5 minutes, à moins qu'on soit Superman, on peut pas se retrouver à cet endroit, puisque le lieu, il est loin. Non, mais on s'en fout. Et ferme ta gueule si tu veux pas que je vienne te contrôler. Si je veux pas que je vienne t'interpeller à 5 heures du matin chez toi. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a quelques années, étant livreur, la même chose, la même dynamique. Je roulais dans mon camion, dans le 78, on m'arrête, donne-moi tes papiers. Oh là là, on n'a plus le même âge. Donc moi je lui dis, mais je suis pas votre ami. Vous pouvez pas me parler comme ça. En plus je l'ai filmé, tu vois. Elle est dans la boîte. J'ai posé mon téléphone et j'ai filmé. Et le mec complètement agressif. Ouais, tu fermes tes toits. Ici c'est moi qui contrôle. Je dis, mais tu roulais à 200 et quelques kilomètres. Je dis, mais non, c'est impossible. Si, t'étais à plus de 180. Je dis, non, je peux pas être à plus de 180. En plus les véhicules ils sont géolocalisés. Donc je peux vous dire exactement à quelle vitesse je roulais. Tu vois, mais agressif. Donc il y a une fois dans ma vie où j'étais contrôlé par une femme policière, où ça s'est très bien passé. Bon, pas une fois ça s'est très bien passé, mais où il y a eu quelque chose d'extraordinaire. J'étais jeune, je faisais mes études, mes parents n'étaient pas là, mes parents en Guadeloupe, donc j'attendais ma paye pour pouvoir payer mes titres de transport, et j'en avais pas. Et j'ai sauté une barrière, et il y avait des condés en bas. Je les ai vus en bas, je me suis dit, oh putain, quand même par hasard. Et tu sais, t'as pas d'argent, t'as rien. Donc moi, je sors ma carte d'identité, je descends, et je vais me présenter à la dame. Je lui dis, oh bon madame, j'ai pas d'argent, j'ai pas pu payer mon ticket, tenez, prenez ma carte d'identité. Elle m'a dit, écoutez, c'est bien la première fois que je vois un jeune qui fait un jeune faire ça. Bonne foi. Donc voilà. Elle me dit, donc, si vous avez rien sur vous, je vous laisserai partir, mais pas d'amende. J'étais content, tu vois. Mais c'est l'une des rares fois où ça s'est passé comme ça. Mais si tu veux, la pire des anecdotes, c'est une année c'est à côté du 19e, à Auch. J'ai toute ma famille je vois très bien. Qui était à Auch. Et il y a une année, il y a eu une femme policière qui s'était fait tabasser par les jeunes du Pré Saint-Gervais. Donc le Pré Saint-Gervais, c'est juste à côté. Ouais. Et je me rappelle que cet après-midi-là, mon cousin reçoit un coup de téléphone, on était tous à la Gare Espace, j'étais en vacances là-bas, et on dit, ah ouais, il y a une policière qui s'est fait tabasser par les jeunes du Pré, faites attention parce que c'est sûr, les condés ils vont monter. Donc on finit la journée de football, tu vois. Après on se retrouve devant Auch, il y a un Leclerc. Il y a un petit Leclerc, et juste en face du Leclerc, il y avait un Quick à l'ancienne. Et tout le monde est posé là. Boum. Débarquement de CRS. Alors que ça s'est passé au Pré Saint-Gervais. On n'est pas à côté, on est à côté, mais c'est pas nous. Bon, maintenant, on va vous montrer, fermez vos gueules. Une femme, hein. Mettez-vous contre les murs. Mettez-vous contre le mur, on va vous contrôler. Ici, c'est pas chez vous, c'est pas la jungle. Ça s'est passé au Pré. Dans la journée, nous, on n'avait rien à voir. Mais tu vois, la dynamique de contrôle, c'était on va vous montrer qu'on est chez nous, et ici, c'est pas chez vous. Donc c'est tout le temps ce rapport un petit peu étrange qui me... Wow, ok. Tu réalises depuis des années tes propres films. Oui. Peux-tu nous parler du processus pour rédiger un scénario? Est-ce que l'inspiration te vient naturellement ou bien tu as besoin de créer un environnement propice pour recevoir tes idées? Comment ça se passe? Non, les sujets ils viennent naturellement. Des fois tu marches et puis tu vois une situation dans la rue, ça te donne une idée, ou tu discutes avec des amis qui te racontent une histoire, ça te donne une idée. Tu as des connaissances qui évoluent dans un milieu professionnel et ils te parlent de leurs difficultés ou de ce qu'ils rencontrent. Et donc tu te dis, ah oui, ça serait bien, ça serait une belle idée de film. Donc il n'y a pas d'instant propice pour la genèse du film, en tout cas du scénario. Par contre, après, en revanche, pour l'écriture, il faut un lieu très calme. Moi, je suis plus de nuit, donc à partir de minuit jusqu'à 4h, 5h du matin, j'arrive à écrire facilement. Mais ouais, j'ai pas de truc, j'ai pas de lieu ou j'ai pas de moment propice pour créer. Et tu préfères être seul sur un scénario ou tu t'entoures? Parce qu'on sait que sur certaines séries, certains projets, il y a plusieurs, on va dire, scénaristes.
Toi, t'es tout seul quand t'écris? Oui, je suis tout seul quand j'écris. Okay. J'aimerais qu'on parle de Cabral maintenant. Pourquoi avoir entrepris cette série? Est-ce que ça part d'une inspiration, d'un besoin? Comment ça devient Cabral? L'inspiration vient du besoin, le besoin de l'inspiration. Donc Cabral, c'est juste la ligne conductrice et normale de ce qu'on peut vivre tous les jours. C'est-à-dire que c'est dans une société de plus en plus fracturée en France, on a eu nécessairement des hommes qui ont tenté d'être le haut-parleur d'une communauté qui n'existe pas, la communauté afro. On a eu à l'ancienne la tribu K, qui s'est transformée après par une autre dynamique de Kémy Séba, on a eu la LDNA, on a eu d'autres groupes qui ont tenté à chaque fois de défendre les intérêts des hommes et des femmes noirs, ou des hommes ou des afrodescendants. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y avait toujours une espèce d'infiltration de gens extérieurs ou même de propres afro pour essayer de déstabiliser cette nécessité, cette envie de défendre les afros. Et du coup, c'est de là que m'est venue cette idée en me disant, mais c'est très intéressant de pouvoir mettre en image la manière dont s'articulent les tentacules du système pour empêcher des humains de pouvoir défendre leur dignité. Et c'est de là que vient l'idée de Cabral. Et Cabral, le nom de la série vient d'où? Alors c'est un jeu de mots, ça veut dire scabreux, sombre en même temps, et c'est un jeu de mots avec Amidral Cabral. Ok. T'es indépendant, tu fais tout un peu tout seul, beaucoup même. Comment ça se passe? Est-ce que tu collabores ou est-ce que tu as collaboré sur cette série avec des acteurs que tu connaissais depuis un moment ou t'en as certains, voire la majorité que tu découvrais? Comment ça se passe quand on essaie? Non, il y en a certains qu'on connaît depuis un moment et d'autres qu'on découvre. On avait une directrice de casting, donc on a fait pas mal d'annonces sur Internet. Et après ces annonces, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font de l'acting, énormément, et tout le monde a envie de jouer. Tout le monde a envie de jouer. Après, tu as plus ou moins de crédibilité par rapport au projet que tu as déjà fait. Nous, on avait déjà fait le Virtuose, on avait déjà vendu à Canal+, après on a fait Une Minute, qui a bien marché, qui a tourné dans les festivals. Donc quand tu viens avec ces deux projets-là et que tu montes ces projets, ça montre quelque part que tu as un peu de sérieux. Et du coup, quand tu mets des annonces sur casting.org, tu as plus d'acteurs qui postulent. Donc on a des acteurs avec qui on travaille depuis longtemps et après on ouvre le casting un peu à tout le monde. Très bien. Selon toi, l'idée qu'il y aurait une communauté noire en France est-elle utopique ou factuelle? Est-ce qu'il existe, la question c'est est-ce qu'il existe en France une communauté noire, c'est ça? Il n'existe pas de communauté noire en tant que telle, comme il pourrait exister une communauté afro-américaine ou comme il existerait une communauté juive, parce que cela nécessiterait une réelle organisation, tu vois, structurelle, institutionnelle, qui défende les intérêts des hommes et des femmes afro. En France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore. Il y a des groupuscules qui se montent et qui ont des objectifs vers lesquels ils tendent, mais il n'y a pas de véritable organe central qui pas pour ça. Il y avait il y a quelques années le CRAN, mais on n'en entend pas parler, c'est un truc qui est fait entre eux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en dehors du CRAN? Non, il n'y avait rien d'autre en dehors du CRAN. Ouais, c'est pas évident. Donc pour moi, il n'existe pas de communauté noire. Il faut la construire, il faut nécessairement la construire, c'est une nécessité, il faut le faire. Pour toi, c'est une nécessité? Oui, c'est une nécessité. Il ne faut même pas en avoir honte, mais oui, c'est une nécessité. Il existe bien une communauté basque, il existe une communauté bretonne, il existe une communauté corse, une communauté juive, une communauté musulmane, une communauté chrétienne. Pourquoi il ne pourrait pas avoir une communauté noire? Certains te diront que ce n'est pas parce qu'on est noir que l'on doit tous s'unir. Qu'as-tu à répondre à cela? Mais ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Moi, c'est pas ce dont je parle. Ce que je dis, moi, c'est que une communauté ou un groupe, c'est un groupement d'individus qui se retournent autour d'un point qu'ils considèrent être substantiel. C'est-à-dire que toi et moi, on peut avoir un phénotype humain spécifique, nègre, mais on peut avoir des idées complètement divergentes, une perception du monde complètement divergente. En conséquence de quoi, comme on a une perception du monde complètement divergente, on n'est pas obligé de se regrouper autour d'un coin considéré substantiel. Peut-être que ta couleur de peau, c'est pas substantiel, c'est pas essentiel, et que ton rapport au monde n'a jamais été difficile par rapport à ta couleur de peau, et tu ne l'entends pas, tu as le droit. Tu te mets sur le côté. Mais celles et ceux qui ressentent cette nécessité de se regrouper autour de ce centre-là, ils ont le droit de le faire. Et il n'appartient pas à tous les hommes de côté de dire « Ouais, mais vous, pourquoi vous le faites? On est tous des humains, on est tous du même Nil, on est tous de la même... » On est d'accord, on est d'accord. Mais le seul qui perçoit le monde comme ça, c'est l'homme afro. Le juif, lui, il va te dire « Je suis juif, j'ai le droit de... » L'Algérien, il va te dire « J'ai le droit d'être algérien. » Le Marocain aussi, le Tunisien.
le Corse. Mais le seul, c'est le noir. Il n'a pas envie. Il a le droit de pas en avoir envie. Mais quand tu n'as pas envie, tu te mets sur le côté. Et celles et ceux qui en ont envie, tu les laisses faire. Parce que j'ai jamais vu, moi, quiconque venait dire aux Corses, mais pourquoi vous vous organisez en tant que Corse? Pourquoi? Vous êtes fous, quoi. Ça n'existe pas. On voit jamais ça dire aux Juifs, mais pourquoi vous organisez en tant que Juifs? Mais dès que le noir va se poser, il va dire, ouais, mais vous voyez la communauté noire. Ouais, mais pourquoi? On est tous des êtres humains. Tu vois? C'est bizarre. Il faudrait se poser cette question. Pourquoi on a envie, pertinemment, que ce soit noir ou en dehors de l'homme noir? Pourquoi on n'a pas envie que l'homme noir s'organise autour de sa négritude? Pourquoi? Après, pour ajouter quand même je dirais pas du positif parce que c'est pas négatif ce que tu es en train de dire. Cela dit, avec les nouvelles générations, il y a quand même un éveil des consciences. Les jeunes, notamment à travers des réseaux sociaux, au travers de TikTok, on voit qu'ils essaient de faire quelque chose, quoi. C'est pas forcément évident, mais c'est de bonne augure pour la suite. Par exemple, par rapport à ce qui s'est passé dans la Creuse, j'ai vu dernièrement qu'il y a des frères qui sont partis, qui se sont organisés en voiture et 5-6 voitures qui sont descendues pour, je sais pas si tu as suivi cette affaire-là. J'ai vu ça aussi. Donc, tu sais, ça met un peu de, voilà, il y a quand même un peu d'espoir. Oui, ça donne un peu d'espoir. Ça donne de l'espoir et ça nous montre aussi le chemin qui reste à parcourir parce qu'en fait, ils étaient très peu nombreux. Mais il y a deux écoles. Il y a la première école qui va dire oui, il faut le faire, il faut y aller. Et il y a l'autre école qui dira mais à quoi bon? On va manifester, mais à quoi ça sert de manifester? Tu vois, il y a toujours deux écoles. On n'arrive pas à trouver un consensus en se disant c'est nécessaire de le faire. À quoi bon? On se posera la question après. Il faut marquer le coup, tu vois. Ça n'existe pas chez nous. Il y a celles et ceux qui se considèrent au-dessus des autres et qui diront t'as vu, moi je manifeste pas, moi je fais du business, j'ai ouvert ci, j'ai ouvert ça, je suis au-dessus, je suis pas dans la victimisation. Eux, ils sont fous. Et il y a les autres qui vont te dire ouais bah attends, nous on y va, quoi qu'il arrive on y va. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que celui qui se sent toujours supérieur, en disant ouais mais t'as vu moi je suis supérieur, nous on n'est pas dans la victimisation, il utilise et il use le même stratagème que celui qui combat l'homme noir. C'est-à-dire écoute, toi là, pourquoi tu parles? T'es pas victime, tu vis en France, t'es bien, regarde il y a lui, il y a un tel, il a réussi. Et celles et ceux qui réussissent, ils ont toujours le même discours. Ouais nous on a réussi parce qu'on n'était pas dans la victimisation. Ils confondent dénoncer et conception de victimisation. Quand tu dénonces quelque chose, t'es pas dans la victimisation. Sinon, la totalité du monde juif en France, il serait dans la victimisation. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas le cas. Ils dénoncent et derrière ils agissent. Ben nous, il faut qu'on dénonce et derrière il faut des agissements. Tu comprends? Mais il y a ces deux écoles et dans ce fait divers-là, on l'a vu. Il y a des gens qui ont dit bah non, moi ça m'intéresse pas. Tu vois? Ils n'ont pas envie et ils ont droit. Mais quand ça t'intéresse pas, encore une fois, ne viens pas tirer dans les pattes de celles et ceux qui considèrent qu'il faut faire quelque chose contre ces exactions inhumaines. Tu vois? Et en plus de ça, je le répète, c'est de bonne augure parce que c'était tous des franciliens, ceux qui sont descendus dans la Creuse, et ils avaient aucun lien de sang avec l'homme justement qui a été sujet à la chasse aux nègres. C'est important. Et puis celles et ceux qui disent ça ne me regarde pas, quand ça leur arrive, ils sont bien contents quand on bouge pour eux. Donc, on l'a vu avec Hamza Toussi. Oh, ben bien sûr que oui, on l'a vu. Hamza Toussi, elle commence son petit business. Moi, je me souviens, on était fiers quand on la voyait au départ. On voyait sur elle des émissions où elle faisait son business afro. Il y avait plein d'afro. Et puis après, c'est normal, attention. Elle a évolué. Donc son business, il évolue. Elle ne peut plus se concentrer que sur l'afro. C'est tout à fait normal. Le business, c'est du business. Et il faut que ça puisse, il peut avoir un sentiment d'exponentiel. Il faut que ça puisse grandir. Par contre, quand elle a commencé à aller à la télé, et que je me rappelle que Willy Sagnol, il a insulté les Noirs disant les Noirs ils ont pas de cerveau, il faut des Blancs techniques et des Noirs qui courent. Ouais. Elle était la première, elle était offusquée. Moi je comprends pas, Willy Sagnol c'est pas raciste, il faut pas dire ça parce que j'en ai marre d'entendre ça. Et puis le jour où on lui a dit hey, toi tu devrais t'appeler Corinne. Son premier réflexe, c'était de mobiliser la communauté afro. Oui, mais c'est pas normal en tant que femme noire, je dis parce qu'aujourd'hui t'es femme noire. Donc quand t'étais dans leur petit papier, ça t'allait. Et puis quand ils t'ont craché dessus et ils t'ont réduit encore une fois à ce que tu es, en tout cas phénotypiquement, physiquement, à ce que tu es une femme noire, t'as besoin de nous, bah reste à côté. T'as pas vu dernièrement, elle était dans un parc. Elle s'est fait insulter par, je crois que d'ailleurs c'était un secrétaire de la police nationale ou quelque chose. En tout cas, il faisait partie de ça et ils l'ont agressé. Ils l'ont dit, ils l'ont reconnu, comme elle avait porté plainte contre Éric Zemmour, ils l'ont reconnu, ils l'ont attaqué. Elle a fait une vidéo. J'ai dit, mais c'est bien, Hamsatou, mais n'appelle pas la communauté. Si vous considérez un tant soit peu à un moment donné que vous êtes plus que noir, ce que nous sommes tous, en réalité on est tous plus que noirs, on est plus complexe que ça. Mais il faut aussi qu'on se rende compte qu'il y a cette réalité-là. Vous voulez vous extraire d'une réalité nègre, et dès que vous avez le problème, vous voulez vous inclure dedans pour qu'on puisse prendre votre patin. Hamsatou, premier temps, moi je t'appelle même plus Hamsatou, je t'appelle Corinne.
Tu peux porter plainte. Wow. Je t'appelle Corinne. Bien sûr que oui. Tu peux pas nous cracher dessus et après nous appeler. Et nous dire, ouais, allez, il faut se mobiliser. Elle dit, ouais, moi maintenant j'arrête, je vais travailler ailleurs. Travailler ailleurs, c'est ton problème. Le panafricanisme, Oui. selon toi, est-il la solution pour unir, bon, je dirais pas tous les afros, mais une partie des afros de la diaspora, pour que ce soit significatif, hein, j'entends. Il y a déjà un travail qui a été fait par Urgence Panafricanisme de Kémy Séba. Après, il y a des gens comme Eguchi Bunyanza qui ont évolué dans leur manière de percevoir le monde, qui ont un certain nombre d'hommes et de femmes qui le suivent. Il y a des Kiamites qui s'inscrivent aussi dans le panafricanisme. C'est clair que ça permet à un certain nombre d'hommes et de femmes de se regrouper. Mais aujourd'hui, il y a trop de définitions du panafricanisme. Chacun y apporte sa propre exigence. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a inventé ce concept, qui est à la base de regroupement de tout homme et femme afro à travers le monde, dans le but de faire renaître une dignité africaine. Et aujourd'hui, on a trop de choses à côté. Lui, il peut pas l'être parce qu'il est avec une femme blanche. Lui, il peut l'être parce que lui, il peut pas l'être parce que c'est un Antillais. Mais lui, il est Togolais. Lui, tu vois, il y a trop de choses. Je pense que c'est bien, mais aujourd'hui, on devrait dessiner les contours d'une philosophie complètement nouvelle, qui inclurait le panafricanisme, mais qui dépasserait ça. Parce que le problème, en tout cas pour moi, dans ce que je peux percevoir dans la communauté qui est la nôtre, c'est que on va toujours s'arrêter aux propos d'éminence ou d'hommes éminents. C'est-à-dire, on va parler de Cheikh Anta Diop, on va parler de Malcolm X, on va parler de Marcus Garvey, mais à chaque fois que tu lis, ou Martin Luther King, Nelson Mandela, à chaque fois que tu lis les livres de ces hommes-là, ils te disent, c'est une pierre à l'édifice qu'on pose. Et au lieu de se servir de cette pierre et de nous ajouter, on reste dessus. En disant, mais Marcus Garvey, il disait, comme Marcus Garvey disait. Ouais, mais je dis, mais frère, Marcus Garvey, il vit en 1800 et quelques. La réalité de Marcus Garvey, c'est pas la mienne. C'est pas la tienne non plus. On vit en Occident. On peut pas avoir le rapport au blanc que Marcus Garvey avait. Parce que Marcus Garvey, quand il l'était, à cette époque-là, tu pouvais pendre, violer, massacrer, tabasser des hommes et des femmes noirs. Aujourd'hui, c'est moins possible. Tu comprends ce que je veux dire? La réalité de Malcolm X, c'est pas ma réalité. C'est pas la réalité des moitiés des afros qui aujourd'hui disent, ouais, Malcolm X, il disait. C'est bien ce que Malcolm X, il disait, mais toi, tu dis quoi? Au regard de la lumière que t'a apporté Marcus Garvey, Malcolm X, Luther King et Mandela, toi, tu dis quoi? J'observe un élément, c'est qu'à la fin de leur vie, en tout cas c'est mon analyse, à la fin de leur vie, quand Malcolm X veut se rapprocher de Martin Luther King, c'est à ce moment-là, mais pour beaucoup d'autres raisons, qu'on commence à leur mettre des bâtons de rue, qu'on les assassine. Au début, quand l'un est contre l'autre, ça gêne pas. L'autre parle de l'oncle Tom, l'autre parle de violence. Et quand les deux commencent à converger, là on se dit attention. Et aujourd'hui, l'homme noir, il s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont parler de Garvey, il y en a qui vont te parler de ça. L'autre, il va te dire, moi, je suis kamite. L'autre, il va dire, je suis musulman. L'autre, il va dire, je suis chrétien. Moi, je suis ça. Mais il se rend pas compte que la réalité, c'est la fin de la vie de X ou de Luther King. Mets tes divergences de côté et rapproche-toi. Et à ce moment-là, après, autour de la table, on parle de nos divergences, tu vois. Mais non. Tu aimes les mots, Fabrice? Oui. D'où te vient cet amour pour le débat dialectique et en quoi c'est important selon toi? Ça doit me venir peut-être de mon père. En tout cas, nous, les Antillais, à la maison, ça débattait beaucoup. Okay. Mais d'ailleurs, je pense sur tous les afros, parce que quand j'allais chez mes amis congolais ou sénégalais, tout le monde débat. Je pense qu'on a le goût du débat. Et j'ai, encore une fois, été aussi éduqué par un père et une mère très stricts et très fiers dans la dignité d'homme noir, très rapidement. Moi, je me rappelle que mon père, quand il m'envoie à l'école, je suis petit, il me dit, quand tu vas aller à l'école, on va te dire que t'es un sale noir. C'est direct, moi c'est comme ça que j'ai été éduqué. Ah, cache, il te l'a dit. Bien sûr que oui. On va dire, on va te dire t'es un sale noir. Mais si on te dit t'es un sale noir et qu'on veut te marcher dessus, tu dis regarde en dessous de mes mains, c'est du blanc, c'est-à-dire que dès le paradis je marchais déjà sur vous. Tu vois, c'est comme ça que mon père m'a éduqué. C'était pas un homme raciste, mais il avait conscience que lorsque j'allais arriver à l'école, il allait m'arriver des choses. Et il avait raison. Moi, quand je suis arrivé à l'école, quand j'étais petit, on a essayé de me victimiser parce que j'étais noir. Tu comprends ce que je veux dire? En plus, j'étais dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de noirs. Donc, c'est une réalité. Et j'ai été éduqué par quelqu'un qui tout le temps m'a poussé à lire, apprendre. Et j'ai eu des films. Moi, j'étais éduqué à devine qui vient dîner ce soir. J'ai vu des films où Eddie Murphy, c'était un mec qui gérait des millions dans des sociétés. Je sais pas, t'as vu Boomerang? Non, même pas. Boomerang, et Eddie Murphy, je crois que c'est un grand publicitaire. Il a une baraque de fou avec un piano, à tel point qu'aujourd'hui, j'ai un piano, par exemple, chez moi. Je suis convaincu, moi, j'étais bercé par ça. J'ai vu des films je sais plus comment ça s'appelle, Morning Blues, un truc comme ça, de Denzel Washington. En fait, j'étais
conditionné à une excellence nègre. Et ma sœur connaissait un avocat et je me rappelle qu'elle était venue un jour d'Aulnay, il y avait eu des contrôles et que le gars lui avait expliqué, oui, quand tu parles à la police, tu as le droit de leur demander le matricule. J'ai toujours kiffé ça. Et j'ai vu très jeune que quand tu parlais comme ça, par rapport justement à Edwin, ça changeait. Quand eux ils disaient Edwin, il y a le négro des bacs à sable. Moi, ils disaient, t'as vu, on est tombé sur un négro intelligent. Mais le temps qu'ils disent négro intelligent, la dynamique entre moi et Edwin était différente. On attrapait Edwin et moi, on me touchait pas. Wow. Tu vois, c'était pas pareil. Ouais. Certains te diront, et on l'a entendu à plusieurs reprises sur la chaîne, faut que les Noirs cessent de parler et se mettent à agir. Qu'as-tu à répondre à cela? On débat, il y a des idées, on parle. Tu sais, c'est comme la rhétorique ou la sémantique utilisée en disant le noir est trop dans l'émotion. Tu vois, c'est toujours utiliser la sémantique de l'adversaire pour se donner un sentiment supérieur. En réalité, à chaque fois qu'ils utilisent ça, pour moi, c'est comme si c'était des aliénés. Observe le monde occidental, qu'ils considèrent comme étant le meilleur des mondes. Tu les as déjà vus ne pas débattre. Tu les as déjà vus ne pas débattre. Tu as déjà vu les Grecs ne pas débattre, les Latinos ne pas débattre, les Brésiliens, maintenant les BRICS, les Russes. Tu as déjà vu quelqu'un ne pas débattre, ne pas discuter? Non. Parce que les actes sont précédés par la pensée. D'abord, il y a la pensée. Après la pensée, il y a la parole. D'accord? Même dans les religions, d'abord pensée, ensuite parole. Et c'est par la parole que tout vient. S'il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Tu ne peux pas dire, ouais, il faut agir, tu veux agir comment? Si tu ne penses pas, après sa pensée n'est pas matérialisée par le discours, et le discours ne donne pas naissance aux actes, alors qu'est-ce que tu fais? T'agis bêtement? Non, on a besoin de parler. Mais il ne faut pas que parler pour parler. Derrière ces réflexions, derrière ces débats, il faut des actes. Tu vois, des fois, je vois même sur les lives que tu faisais, ou même sur la librairie africaine, je vois des commentaires, ouais, mais les Renois, vous êtes trop dans la discussion. Mais si ce qu'on fait aujourd'hui, ça permet d'être vu par 1, 2, 3, 4 petits afros qui disent, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. On a déjà gagné. Après, je pense qu'il y a aussi, je dirais pas que c'est un fantasme, il y a cette comparaison aussi à la communauté asiatique. La communauté pakistanaise. Tu vois un peu où je veux en venir? Ouais. Non, je vois pas. Eux, les Asiatiques, on les voit pas trop, en tout cas en France, tu me diras si je me trompe, on les voit pas trop dans les interviews, dans les débats, faire des médias, etc. Ils font leur business. Ils ont cette image-là. Et c'est pour ça que t'en as certains qui mettent en avant la narrative selon laquelle les Afros parlent trop et ne travaillent pas assez. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Pascal, il a grandi dans le 95 avec une grosse communauté asiatique. La quasi-totalité de ses meilleurs amis sont des Asiatiques. Et en allant dans leur barbecue, leur garden party, j'ai découvert une chose, en dehors de ce que j'avais déjà découvert par la banque, c'est qu'en fait, eux aussi, ils échangent, ils discutent, mais ils ont leurs propres canaux. C'est ça la différence. C'est que nous, on est dans une dynamique où on est élevé ici, par exemple par les Guadeloupéens, les Martiniquais, ou les Sénégalais, ou les anciennes colonies françaises ont un rapport spécifique avec la France. Et donc, dans ce rapport spécifique, on essaie de se développer ici. Mais eux, ils ont leurs canaux. Quand je rentrais chez ses parents, dans leurs parents, des parents de Romain, par exemple, je regardais la télé, ils avaient leurs médias. De là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Ils avaient leurs médias, ils avaient leur radio, donc ils avaient déjà leurs canaux sur lesquels ils pouvaient dire ce qu'il y avait à dire et faire ce qu'il y avait à faire. Moi, je suis banquier. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui venaient à la banque, ils venaient jamais avec des crédits. Parce qu'eux, ils s'entraidaient. Ils ont leurs canaux, donc en fait, eux, ils échangent entre eux. Mais c'est pas parce que tu ne vois pas les choses qu'elles n'existent pas. C'est pas parce que tu les vois pas parler que tu penses qu'ils parlent pas. T'imagines, parce que toi tu ne le vois pas, que ta réalité s'impose à tout le monde. Mais c'est pas vrai. Et du coup, est-ce que c'est un mal ou c'est un bien que nous, on nous voit parler? Mais on a une histoire complètement différente. Nulle part dans le monde tu as vu une communauté qui a été traitée comme nous avons été traités et dont les stigmates continuent à perdurer aujourd'hui. Donc on est obligé de faire avec ça. Faut pas tout le temps dire ouais t'as vu nous on a été victimes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire c'est que oui on a besoin de le voir parce que le petit qui a envie d'être astronaute, le petit qui a envie de monter un business, il a besoin de voir. On est dans tu t'imagines qu'on est dans un monde de perception et de publicité
que tu veux vendre une pomme, il y a une femme toute nue. Il y a des femmes aujourd'hui qui critiquent, oui, je n'ai pas envie qu'on chosifie le corps de la femme, mais tout le monde sur Instagram commence à être en petite tenue pour vendre après. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde se montre. Et nous, on ne devrait pas le faire. Parce que on sait que le monde fonctionne par exemplarité. C'est le premier but du cinéma. Il y a une étude qui a été faite, très intéressante, aux États-Unis. Il y a 60 ans, 70 ans, 60% des Européens savaient que la Seconde Guerre mondiale a été remportée grâce aux Russes. En 2010, dans les années 2000, 60% des Européens pensaient que c'était les États-Unis. Donc ce chercheur-là, il a été aux États-Unis, il a demandé aux Américains, montrez-moi vos livres d'histoire. En fait, il n'y en a pas, parce que chaque État peut avoir son livre. Suivant l'État du Mississippi ou d'autres, on peut avoir une perception complètement différente. Alors lui, il pose la question, alors comment ça se fait que tout le monde pense que les Américains sont les sauveurs de la Seconde Guerre mondiale? Le cinéma. Il y a nécessairement besoin de représentation. Tu te poses, et devant ce que tu vois, tu dis, ah oui, mais en fait, oui, les Américains, c'est eux. Nous-mêmes, quand on était petits, on n'avait jamais envie d'être les Indiens. On était toujours le cow-boy. On avait les pistolets. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé de voir. Le noir qui dit, ouais, mais il faut pas... Mais si, tu as besoin de voir. Le petit qui a 10 ans, il a besoin de s'asseoir, il a besoin de voir un homme afro qui fait du business, dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai monté, voilà ce que j'ai monté, voilà ce que j'ai monté. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que lui va dire, ah, lui, il peut. Mais si lui, il peut, moi, je peux. Moi, c'est ce que j'ai vu. Il y a des noirs qui peuvent être avocats dans les films. Ben, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Il y a des noirs qui peuvent être banquiers. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Si tu n'as pas cette image, qu'est-ce que tu fais? Qui s'est construit comme ça? Pourquoi il y a toujours des films ou des histoires qui sont racontées pour influencer le monde? Et nous, il ne faut pas qu'on le fasse. Je commence à comprendre ton scepticisme vis-à-vis de la représentation des Noirs dans le cinéma français, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des films avec des personnages principaux noirs, avocats. En France, on n'en voit pas. On n'en voit pas. On n'en voit pas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, mais t'as capté, non, mais t'es fou, toi. Et encore ça, c'est le 4e rôle ou le 5e rôle. Ouais, t'es fou, toi, t'as capté. Ou alors femme de ménage. Ou alors nounou. Ou alors Uber. Ou alors conduite. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toujours la même chose. Ou alors braqueur. Tout le temps le même narratif. Parce que l'inconscient collectif dit, bah, le nègre, il est bon à ça. Donc c'est ce qu'on va le faire dans les films. Tu vois? Donc si tu racontes pas tes propres histoires, c'est comme le rap. Aujourd'hui, il y a quelques années, on avait un rap conscient. Et on avait un rap ego trip. Et tu vois, tu te souviens que nous, à notre époque, on disait, moi, toi, t'es fou, toi, t'as un problème, vas-y, viens, on va faire un tête-à-tête. T'entendais dans le rap, tête-à-tête, c'était les bonhommes, c'était trucs. T'entendais Mafia Cafri, un tête-à-tête, c'est comme un bon plat, ça se refuse pas, disait Rof. Donc ça a influencé les gens. Et on a volé le business au Renoir, au Rebeu, le hip-hop, on a volé le rap. C'est Skyrock, Bouno, tout le monde qui a commencé à faire son business, les maisons de disques, et ils ont transformé les textes. En disant, t'as vu, le texte conscient, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, nous, c'est des ego trips. Et dans l'ego trip, t'entends quoi? Négro, je bute ce bougnoul. Regarde ce qui se passe dans les quartiers. C'est pire que quand nous, on y était. Ils se charquent là, ils se prennent coup de hache, 50 contre 1, ils sortent les calaches. Ils entendent ça et ils le vivent. Je te dis, la représentation, c'est important. Les mots que t'entends dans les sons, rien n'est anodin, rien n'est anodin. Sinon, quand on disait « je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime », personne ne porterait plainte. Personne. Les politiques, quand Pandem le disait, personne n'aurait porté plainte. Villepin, il avait dit la même chose. La France, c'est une pute qui a les jambes écartées. Ça avait gêné personne. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. C'est similaire. On porte plainte. C'est-à-dire qu'il y a des narratifs qui ne peuvent pas être dits. Parce qu'ils se disent, ouais, mais attention, c'est des sauvages. Si tu leur dis, pas de paix tant que Babylone veille, est-ce que tu le sais, sacrifions les poulets, ça va pas aller. Mais si tu dis, vas-y, je te défonce ou je te bute ce négro, ça gêne pas, c'est entre eux. Tu vois? Donc, la représentation, elle est plus qu'importante. Ce que tu vois tous les jours finit par entrer dans ton inconscient. Et c'est de l'inconscient que naît toute chose. On va rentrer dans le détail en revenant sur Cabral. J'ai eu la chance de le voir en avant-première. Pourquoi c'est pas sur Netflix? On avait un contact avec une dame qui s'appelait Patience Parézo et on a monté le film, on a pris du temps. Il arrivait des galères comme tous les afros du monde. Il arrivait des galères, donc on a pris un peu de temps et je dois dire que c'est peut-être très engagé. On n'a pas présenté là dernièrement, il y a un an, il y a 6 mois ou un an, j'avais envoyé les rushs, mais où l'épisode monté, les 2 épisodes montés. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Ça dépend. Moi, je sais qu'il y a quelques années, Netflix, c'était pas comme maintenant. Non plus. C'est-à-dire que quand Netflix, ils arrivent, personne n'y croit.
Ouais, les gens ne vont pas consommer du film à la télé. Puis il y a le Covid qui change un peu tout. Et puis Netflix, au début, c'était le jardin des nouveaux talents. Aujourd'hui, dans Netflix, tu retrouves les mêmes mecs que dans le cinéma, tu vois. Parce qu'en fait, le système est toujours plus fort que toi. Le système, il t'aspire toujours. Et peut-être parce qu'on a fait 2 épisodes d'une série avec nos propres moyens, en toute modestie. Peut-être que c'est pas bon. Aussi, ça peut ne pas être bon. Nous, on propose un produit, ils sont pas obligés d'aimer, et peut-être qu'au-delà de ne pas aimer, objectivement, peut-être que c'est pas bon. Mais nous, on l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, on ne pourra pas dire « Ouais, mais vous parlez, vous faites pas. » On l'a fait. Maintenant, c'est le public qui dit si c'est bien, si c'est pas bien. On sait qu'il y a des choses à corriger, nécessairement, parce que c'est un art qui coûte cher. Et si tu veux prendre ton temps de bien filmer une journée pour bien avoir tes acteurs pour travailler, il faut de l'argent. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Nous, ça nous a coûté peut-être plus de 60 et quelques mille euros, mais c'est nous personnellement, tu vois. Donc, on va faire un petit jeu, Fabrice. Vas-y. Je vais te poser des questions et tu vas devoir y répondre au tac au tac. La première question, t'es plutôt film ou série? Film. Plutôt film d'action ou comédie? Action. Plutôt film d'action ou drame? Drame. Luc Besson ou Mathieu Kassovitz? Besson. Denzel ou Samuel L. Jackson? Denzel. Denzel ou Will Smith? Denzel. Danse de salon ou hip-hop? Hip-hop. Bachata ou kizomba? Bachakiz. Ok. Festival ou cours de danse? Festival. Très bien. Que souhaites-tu léguer aux jeunes générations au travers de ton art? De l'espoir. Tu sais, c'est important. C'est très important, l'espoir. Ça fait très philosophique, mais c'est important. C'est-à-dire que quand... moi, je parle toujours à partir de mon monde et de la manière dont j'ai pu me construire. Quand je regarde un film, même fait par Spielberg, Amistad, ou quand je regarde La couleur pourpre, ou quand je regarde Devine qui vient dîner ce soir, ou je regarde Un fauteuil pour 2, j'ai toujours de l'espoir. Parce que quand je sors, quand je suis chez moi, à 20h, et que je vois mon père regarder un sketch de Michel Leb, qui dit « Ah là, on va manger des bananes, là, mais ça, j'ai pas de trace, mais c'est pas les lunettes, c'est les narines, les larmes, amour. » Et que tu descends le lendemain, et que tu joues au foot, et que tu traverses la rue, et que tu passes devant la voiture, c'est elle qui est prête à t'écraser. « Ah, vas-y là, va manger tes bananes. » Tu dis « Ah, c'est pour ça que papa, il était en colère. » Parce qu'à un moment, c'est dit de manière ironique, et le lendemain, tu vois. Mais à chaque fois que je posais mes fesses devant un livre, et que je lisais, ou à chaque fois que mon père ou ma mère me parlait, ou à chaque fois que je voyais un film, et je voyais la fierté des Noirs, je me disais « Ah ouais, c'est possible. » Je lui dis « Ah ouais, c'est possible. » Quand mon père me met devant Chaka Zulu, et je vois que Chaka Zulu, il se bat avec ses armes contre les envahisseurs, je me dis « Ah ouais, c'est possible. C'est possible. » Tu vois. Donc, l'espoir, c'est important. Plus qu'important. Il faut écrire des bouquins, il faut écrire des comédies, il faut faire des films, il faut des entrepreneurs, il faut que ces entrepreneurs soient visibles, il nous faut des chaînes comme tu fais, comme la librairie africaine, il nous faut des podcasts de débats avec des hommes et des femmes ancrés, centrés, intelligents. Il ne faut pas qu'on soit tous d'accord, mais il faut que dans cette diversité, chaque petit enfant peut se dire « Ah ouais, c'est possible ». Le petit qui voit un noir musulman, il doit se dire « C'est possible ». Le petit chrétien, c'est possible. Si possible, il faudrait qu'il voit juste une enveloppe avec toute une complexité sans se dire il est musulman, il est quoi que ce soit. Mais se dire, ah ouais, lui, il me ressemble. Et comme il me ressemble, alors c'est possible. Et si c'est possible, ben, je vais le faire. Mais je vais pas le faire pour le faire comme lui. Je vais le faire pour aller plus loin que lui. Et moi, ce que j'y laisserai, il faut que ça serve au prochain à aller plus loin que moi. Si c'est pour aller moins, ou si c'est pour aller pareil, c'est pas la peine. Mais quand tu dis pour aller plus loin, on est bien d'accord que c'est avec une fibre positive, parce qu'il y a aussi cette histoire de jalousie au sein des Afros. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui gangrène les Noirs de France ou pas? Parce qu'on en entend souvent parler. Les Noirs, ils sont jaloux, tu vois, sachant que déjà même le Français, de manière générale, il aime pas quand il y a quelqu'un qui réussit plus, tu vois. Et donc, concernant les Afros, est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as pu noter? Et comment y remédier, finalement? Est-ce qu'il y a de l'espoir aussi à ce niveau-là pour être complètement terre à terre? C'est encore la même chose que les frères qui disent débattre sans émotion. On ne peut pas se séparer de quelque chose qui fait de nous ce que nous sommes, des êtres humains. Impossible. Personne on peut contrôler, on peut tempérer, mais on ne peut pas annihiler. Donc on ne peut pas
on peut pas tuer le sentiment de jalousie que l'être humain a en lui-même. On le manifeste de manière plus ou moins grande selon les individus. Donc, la communauté afro, elle n'est pas plus jalouse que d'autres communautés, je suis pas convaincu. Mais peut-être qu'elle le manifeste plus grandement, tu vois. Mais oui, il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir de la jalousie. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de ne pas ressentir de la jalousie, c'est comment tu la transcendes. Est-ce que cette jalousie te fait dire, comme ça arrive sur mon île, tu viens, tu es Guadeloupéen, t'es né là-bas, t'es parti pour vivre tes enfants, pour donner un avenir meilleur. Tu reviens, au bout de 40 ans, tu montes ton magasin, game ici, carré, vina, game ici, un peu qui aille chez Missier. Ils vont pas aller chez lui, ils vont aller chez l'autre. Le Libanais, l'Asiatique, pour pas aller chez le Renoir. Tu comprends pas, tu sais pas. Parce que la jalousie de l'homme noir se dirige toujours vers l'homme noir. Ou alors, tu peux dire, game ici, t'es revenu, t'as ouvert un magasin. Bon, moi, ça fait des années que j'ai envie de le faire, moi aussi, je vais le faire. Je vais le faire, et je vais essayer de le faire bien, et on va se faire concurrence. Et lui, tu me fais concurrence? Oh, t'es qu'à pas de problème. Ton magasin est comme ça, moi, je vais faire mieux. Et tu sais, ça va tirer les deux vers le haut. C'est sain. Ça, c'est sain. Mais celui qui dit, je vais pas aller acheter chez toi, ou je vais pas regarder ton film, ou je vais pas donner la force, c'est une jalousie inutile. Et en fait, tu te rends même pas compte que tu te tires une balle dans tes pieds. Merci Fabrice. Merci. Pour le temps que tu m'as accordé. C'était très riche. Du coup, on se donne rendez-vous pour l'avant-première publique de Cabral. Oui, tout à fait. Donc, l'avant-première de Cabral se fera le 21 novembre 2025 au Cinéma Club de l'Étoile à Paris. On vous y attend nombreux, le plus nombreux possible. On va ouvrir une billetterie. On a une salle d'à peu près 200 personnes. Donc, il y aura un certain nombre d'invités. Il y aura également un débat qui sera animé par Hakim du Cercle Chaud. On aura des invités de renom, notamment des invités issus de la Libérie africaine, pour ne pas la citer, avec qui nous sommes partenaires, qui est partenaire à Cabral. Donc on espère vous trouver nombreux. Vous y trouverez 2 épisodes, ce n'est pas la série tout entière, 2 épisodes de 2 fois 15 minutes, et on espère que vous aimerez l'univers de Cabral. Très très bien. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Derrière votre écran, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la page du Cercle Chaud sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, et à vous abonner aussi également. Je sais que vous n'avez pas forcément une page pour Cabral, par contre vous avez une page pour la production. Pour la production, Cana Vision. Cana Vision, on va afficher tout ça à l'écran, il faut aller suivre, il y a des productions qui sont très très lourdes. D'ailleurs, ça me tenait à cœur aussi t'en as parlé, on essaiera de mettre des images, mais les courts-métrages que tu as fait précédemment, j'ai beaucoup aimé, que ce soit 1 minute, que ce soit Criquetage, que ce soit Virtuose, que ce soit aussi Amani. Amani, j'ai beaucoup aimé. Donc allez checker. Disponible sur la chaîne Fabrice Tabar, si je ne me trompe pas. Oui, ils sont disponibles sur la chaîne Fabrice Tabar. Ouais. Fabrice Tabar sur YouTube. Donc allez checker tout ça, l'équipe. Et on se dit à très très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.